Il y a quelques jours, nous avons capté un signal radio en provenance du système Zeta Reticuli. Il contenait des coordonnées terrestres qui nous ont menés jusqu'ici. Nous ne sommes pas certains de ce que cela signifie. Mais si l'on peut considérer ça comme une invitation, je crois que nous sommes là pour ce que la science-fiction appelle le premier contact. La première rencontre avec une espèce non terrestre. Honnêtement, nous ne savons pas du tout à quoi nous attendre. Mais pour nous préparer à l'inconnu, nous sommes allés voir ce qui a été écrit dans la science, mais aussi dans la fiction. Ce sera l'occasion de voir si le sujet a été correctement envisagé. Dans le genre de la science-fiction, le thème de la rencontre avec des extraterrestres est extrêmement courant. C'est même l'un des emblèmes du genre, juste derrière les robots et les vaisseaux spatiaux. Et les sabres laser? Non, là c'est un peu trop spécifique, Sébastien. Ah. Il faut bien dire que si vous n'avez aucun dictionnaire ni aucune base linguistique avec une langue apparentée et similaire, il est strictement impossible de traduire une langue écrite ou orale. Dans le cas d'une langue humaine, qui n'a plus de locuteur, c'est systématiquement une énigme, un code qu'il faut déchiffrer. Ça nécessite d'obtenir de petits fragments pour commencer à en comprendre les bases et en déduire la suite. Dans notre passé, ce sont des cas de figure qui se sont déjà présentés. Pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, il a fallu attendre la découverte de la pierre de Rosette, qui traduisait les hiéroglyphes en différentes langues déjà connues, comme le grec ancien. On a totalement oublié comment lire cette écriture pendant 1400 ans, et à ce jour, on ne sait toujours pas comment cette langue était prononcée. Pareil, plus récemment, il y a eu la redécouverte des glyphes de la civilisation maya, au début des années 2000. Donc, archéologie et linguistique sont deux disciplines utiles pour penser le premier contact. Maintenant, imaginez un peu la taille du problème si nos radiotélescopes reçoivent une Encyclopédia Galactica ou un poème Vogon. Ou si nous tombons nez à nez avec nos voisins de l'espace qui n'ont ni langue commune avec nous, ni les mêmes moyens de communication. Tout le monde de ce côté de l'univers n'a pas forcément une bouche, des mains et des yeux. Quand les auteurs de SF veulent apporter à la fois exotisme et réalisme à leurs extraterrestres, certains n'hésitent pas à faire appel à des linguistes pour créer des langues imaginaires, construites avec des règles de grammaire et un vocabulaire suffisamment riche pour être à la fois cohérentes et utilisables. C'est le cas du Na'vi dans le film Avatar et surtout du Klingon dans la série Star Trek, qui a rencontré suffisamment de succès chez les Terriens pour avoir plusieurs milliers de locuteurs. Malheureusement, lorsque la science-fiction aborde le premier contact, la question de la communication interespèces n'est pas souvent traitée. Soit par le plus grand des miracles, ils ont toujours eu la même langue que nous, soit ce sont eux qui ont déjà appris notre langue en écoutant les émissions de télé et de radio que nous émettons dans l'espace, soit ils nous fournissent un traducteur universel, ce qui tient compte du problème pour mieux le contourner, soit ce sont des envahisseurs, donc de toute façon on leur pète la gueule. Admettez que ça simplifie nettement le scénario. Sans parler de la télépathie qui court-circuite carrément tous les canaux de communication du langage pour mettre les esprits directement en contact. Mais certaines œuvres ont choisi de prendre la communication interespèces à bras-le-corps. La plus connue d'entre elles est L'Histoire de ta vie de Ted Chiang. Il s'agit d'une nouvelle qui a été adaptée en 2016 au cinéma par Denis Villeneuve sous le titre fort approprié de Premier contact. Cette histoire raconte l'arrivée sur Terre des heptapodes, une espèce visiblement très avancée technologiquement, qui se présente à nous sans montrer de signes d'hostilité ou même d'intention particulière. Le but ici est d'aborder la communication interespèces de manière rationnelle, en se basant sur l'interaction et la déduction. Car, chose rare et honorable, l'héroïne Louise Banks est une linguiste, ce qui fait qu'un certain soin a été abordé aux problématiques de son travail, appliqué au cas exceptionnel d'une rencontre face à face avec des extraterrestres. Le but de la linguistique, c'est d'étudier les règles de construction des langues, pas de les traduire. Vous pouvez très bien avoir appris votre langue maternelle sans les règles implicites qui régissent son fonctionnement, et c'est pour ça qu'on passe plus de 10 ans à apprendre le français à l'école. Banks n'est donc pas une sorte de super traductrice, elle doit dialoguer avec les heptapodes pour apprendre, comme n'importe qui d'autre en fait. Mais son expérience de linguiste lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement des langues et d'éviter certains écueils de la communication. Est-ce que la langue qu'ils parlent est la même que celle qu'ils écrivent? Comment poser une question à votre interlocuteur pour lui demander une information? Et si vous lui demandez pourquoi il est venu jusque sur Terre, comment vous formulez pour faire la distinction entre ses motivations à lui et celles de son espèce?
L'intrigue de l'histoire de Ted Chiang est basée sur une hypothèse longuement débattue dans les milieux de la linguistique et de l'anthropologie. L'hypothèse de Sapir-Whorf. Il existe plusieurs versions de cette hypothèse, proposée par le linguiste américain Edward Sapir et son élève Benjamin Lee Whorf. Mais sa variante la plus radicale nous dit que la façon dont on perçoit le monde est conditionnée par la langue que l'on parle. On pourrait percevoir les couleurs ou le temps différemment si on n'a pas les mêmes mots pour les exprimer. Si on extrapole l'hypothèse de Sapir-Whorf, apprendre une langue extraterrestre qui a évolué en fonction de leur physionomie, de leur environnement et de leur intellect modifierait notre perception du monde et notre cognition. Ou au contraire, une incompatibilité fondamentale entre nos perceptions du monde pourrait rendre impossible la traduction d'une langue dans une autre. Selon Sapir-Whorf, ce serait donc la langue qui modèle la pensée. On parle de déterminisme linguistique. Mais dans les faits, les mots ne sont pas nécessaires pour penser et pour percevoir le monde. On peut ne pas avoir de mots pour distinguer le bleu du vert, par exemple, ce qui est le cas dans de nombreuses langues, et quand même percevoir cette distinction. Donc, les mots nous influencent, oui, dans notre découpage du réel, mais les mots ne sont que des outils pour exprimer une pensée, ils ne sont pas les pensées elles-mêmes. La langue, en tant qu'élément culturel, n'est que superficielle sur notre cognition commune. C'est le relativisme linguistique qui est désormais admis par les chercheurs. En tout cas, on est loin du déterminisme que présente Premier Contact. Mais ce n'est pas grave, même les sciences humaines et sociales ont droit à leur science-fiction. Oh, pignata d'accélérateur de particules. Bon, tu viens m'aider? Tu crois quand même pas qu'il va nous attendre avec une pancarte câlin gratuit? Je crois que Sébastien veut communiquer. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'il veut? Téléphone maison, plus de gaz Vestpen. On a de la chance que le chloroforme soit une molécule universelle dans l'univers. Je suis bon pour une décontamination. Ah, tu parles d'un premier contact? Oh, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de mauvaise volonté. Tous les deux. Bon, pour le moment, on peut pas dire qu'il ait la langue bien pendue. Alors on va essayer autre chose, parce que, au risque de vous étonner, nous ne sommes pas la seule espèce à communiquer sur cette planète. Les langues, chez les humains, ne sont qu'un outil, transmis culturellement, parmi les nombreuses manifestations possibles du langage. Le monde du vivant rivalise d'imagination pour transmettre des informations entre les individus d'une même espèce, que ce soit au travers de signaux visuels, auditifs, olfactifs ou chimiques. Dans toutes les espèces, les individus communiquent des informations à leurs semblables, et parfois même à d'autres espèces. Les fourmis, par exemple, sont très connues pour leur organisation sociale complexe qui fait appel à des phéromones pour se reconnaître entre elles, attaquer un ennemi et tracer des pistes jusqu'à la nourriture. La science qui étudie le comportement et la cognition animale, c'est l'éthologie. Les grands singes, comme les chimpanzés et les gorilles, ont été beaucoup testés pour leur proximité génétique avec nous, notamment en leur apprenant la langue des signes, avec un certain succès, mais aussi certaines limitations. Dans le cas qui nous intéresse, l'éthologue autrichien Karl von Frisch a réussi dans les années 1920 à comprendre comment les abeilles arrivaient à communiquer la localisation des sources de pollen au reste de la ruche. Elles font une sorte de danse circulaire selon un angle par rapport à la verticale qui correspond à celui entre le soleil et le champ de fleurs par rapport à la ruche. C'est un langage à proprement parler. Et depuis, cela a pu être confirmé avec des robots capables de donner aux abeilles de fausses informations pour les induire en erreur. Si ça ne mérite pas d'être la base d'un scénario de hard science-fiction, je veux bien manger mon exemplaire de fondation. Plus récemment, en 2018, une équipe australo-française a non seulement réussi à confirmer que les abeilles pouvaient compter, mais qu'elles avaient conscience du zéro, de l'absence de quantité en dessous du 1, ce qui suggère une capacité d'abstraction mathématique. Seules quelques espèces sont capables d'en faire autant. Donc, quand on pense langage et intelligence, il est important de considérer toutes les formes qu'ils peuvent prendre pour ne pas tomber dans l'anthropocentrisme qui nous ferait négliger ce qui ne nous ressemble pas. Alors comment faire participer un animal ou même un extraterrestre à des expériences d'éthologie?
Eh bien essentiellement de la même façon qu'on dresse n'importe quel animal. Puisqu'on ne peut pas lui expliquer le protocole auquel il participe, il faut le lui faire comprendre avec des incitations positives et négatives. Dans le positif, typiquement les éthologues utilisent de la nourriture comme récompense. La bouffe, c'est universel. C'est bien universel. Ben voyons, d'abord appât, et puis repas, et puis pour lui apprendre quoi? Donne la pâte, coucher? Non mais tu vas pas lui apprendre à faire des tours, et puis je doute fortement de l'éthique d'une telle expérience. D'ailleurs, il est où? Pas l'impression qu'il respire, hein. Faire le mort en communication interespèce, c'est le summum de la fourberie. Mais il est sûrement pas le seul de son espèce à être arrivé. Est-ce que c'est le même? Compte pas sur moi pour voir s'il sent le chloroforme, hein. C'était pas la même bestiole, ça. En tout cas, j'ai compris ce qu'il a dit. Pas changer assiette pour Sébastien. On l'a vu, les différences biologiques entre les espèces rendent toute tentative de communication avec des extraterrestres extrêmement compliquée. Et c'est sans compter sur le fait que même les humains, qu'ils soient de la même culture ou de cultures très différentes, ont des difficultés à communiquer entre eux. Notamment parce que les mots possèdent plusieurs sens. Prenez le mot homme par exemple. Selon le contexte, il peut désigner l'espèce humaine tout entière, un humain de genre masculin ou un membre de l'espèce humaine. Ce qui fait que, dans les situations de la vie de tous les jours, les possibilités de quiproquos sont quasi infinies, surtout si on n'a pas accès au contexte du message. Ce qui a amené une poignée de scientifiques à se demander si on ne devait pas inventer une langue intégralement basée sur la logique, les sciences et les mathématiques, pour rendre la communication moins sujette à de mauvaises interprétations et moins dépendante du contexte dans lequel elle est parlée. C'est l'idée derrière le Linkos, ou lingua cosmica, une langue formelle construite en 1960 par le mathématicien allemand Hans Freudenthal, à destination de potentielles civilisations aliens capables de recevoir des ondes radio. Pour parler aux extraterrestres, Freudenthal propose de leur envoyer une sorte de bouquin de cours sous la forme de succession de pulses radio, ce qui n'est pas sans rappeler le code Morse. La première page du bouquin serait constituée des nombres les plus simples, 1 pulse pour 1, 2 pulses pour 2, etc. Et ensuite, on introduit des formules basiques qui introduisent des symboles, plus, égal, supérieur et inférieur. Et à partir de ces notions simples de départ, on peut construire des notions de plus en plus complexes. Avec sa langue cosmique, Freudenthal avait pour ambition de décrire des concepts aussi abstraits que la vie, la mort et l'amour. Malheureusement, il est décédé avant d'avoir pu compléter son projet. L'idée est devenue une discipline, l'astrolinguistique, sans pour autant parvenir à être une science. Parce que ces tentatives de langue artificielle ne sont pas testables, vérifiables dans leur efficacité. Et elles reposent intégralement sur l'idée que les mathématiques et la logique forment des concepts universels qui seraient partagés par l'ensemble des civilisations du cosmos. Et sur cette question, les avis sont partagés. Si la plupart des astronomes et physiciens du SETI croient en l'universalité des concepts mathématiques et scientifiques, la plupart des chercheurs en sciences sociales sont beaucoup plus pessimistes sur ce point. Et si les pessimistes ont raison et que les mathématiques aliens se trouvent être fondamentalement différentes des mathématiques humaines, cela briserait tout espoir de communication avec nos voisins du cosmos. Ce qu'il faudrait, c'est tomber nez à nez avec eux pour interagir comme l'aurait fait Louis Banks.